et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudian. Je suis votre professeur Romain. Alors, lors du dernier cours, on avait démarré un cours de synthèse sur les documents oraux. Aujourd'hui, on va terminer ce cours. Donc, lors du dernier cours, nous avions défini la synthèse. On a donné une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une synthèse ? On a établi une méthode. Donc, on a parlé de la méthode qu'on allait utiliser pour faire une synthèse. On a identifié les documents. Il y avait une conférence et un entretien. On a trouvé les mots-clés et les phrases clés de chaque document. D'ailleurs, j'espère que vous avez conservé vos tableaux de mots-clés et toutes vos notes. Vous allez en avoir besoin aujourd'hui. Et enfin, on a repéré le thème commun au document. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre travail de préparation et nous allons rédiger la synthèse. Alors, on va démarrer la partie rédaction. Donc, tout d'abord, reprenez votre tableau, le tableau des mots-clés et des phrases clés, et faites un récapitulatif de chaque document. Donc, dites un petit peu de quoi parle chaque document. Qu'est-ce que c'est comme document ? Qui intervient ? De quoi il parle grâce à vos mots-clés ? Donc, le document 1 et le document 2. Ensuite, deuxième question. Quelles sont les principales différences entre ces deux documents ? La dernière fois, on avait donné le thème commun aux deux documents. Là, je vous demande les principales différences entre les deux. Pour faire une synthèse, c'est important de connaître les points communs, le thème commun entre les deux documents. C'est aussi très important de connaître leurs différences à ces deux documents. Voilà, donc essayez de répondre à ces deux questions et je reviens tout de suite après. Bon courage! Voici les récapitulatifs que je vous propose. Pour le document 1, donc le document 1 est un entretien donné à la radio France Info par Philippe Newbourg, dans lequel il explique l'apparition des premiers ordinateurs, leur évolution et leurs applications facilitant et révolutionnant la vie quotidienne. Donc vous vous rappelez, le premier document, c'était un entretien qui était donné à une radio par Philippe Newbourg. Et dans cet entretien, il parlait de l'histoire des ordinateurs, de l'apparition des premiers micro-ordinateurs. Il parlait aussi de leur évolution entre l'Apple I et l'Apple II et de leurs applications grâce aux cartes d'extension qui permettaient de changer la vie quotidienne, de faciliter, rendre plus facile la vie quotidienne des gens. Pour le document 2, donc le document 2 est un extrait d'une conférence donnée par le philosophe Michel Serres et dans laquelle il expose les transformations entraînées par l'ordinateur sur nos capacités cognitives. L'auteur parle de la perte des capacités cognitives et du gain de capacités intellectuelles. Donc vous vous rappelez sûrement, le document 2, c'était une conférence de Michel Serres et il nous parlait aussi des changements apportés par l'ordinateur. Mais lui ne parlait pas des changements techniques de l'ordinateur, il parlait des changements sur notre cerveau et sur nos capacités cognitives, nos capacités à raisonner, à réfléchir. Et donc il disait que l'homme avait transféré ses capacités comme la mémoire, l'imagination, etc. vers l'ordinateur, donc il avait perdu ses capacités, mais qu'il avait gagné des capacités intellectuelles. L'homme est obligé de devenir intelligent. Question numéro 2. Quelles sont les principales différences entre ces deux documents ? Donc la différence entre ces deux documents vient de la spécialité de chaque intervenant. Philippe Newbourg, en tant que directeur du musée de l'informatique de Paris, nous propose la vision d'un spécialiste sur l'histoire des ordinateurs
et les changements pratiques qu'ils apportent. Michel Serres, en tant que philosophe, constate que les technologies ne changent pas que l'environnement humain, mais les hommes eux-mêmes dans leurs capacités. Il y a donc une différence de point de vue entre les deux intervenants. Donc la différence que j'ai trouvée, c'était celle-ci. Comme Philippe Niaubourg, c'est un spécialiste de l'informatique, il nous parle des apports techniques de l'ordinateur, des apports pratiques de l'ordinateur. Par exemple, un ordinateur peut être transformé en caisse enregistreuse, ça facilite la vie. C'est un apport technique, une nouvelle technologie. Par contre, Michel Serres, lui, en tant que philosophe, c'est pas tant la technologie qui l'intéresse, c'est plus les changements que ça apporte au niveau cognitif. Donc les changements que ça apporte dans la façon de penser des hommes. Donc les deux intervenants sont d'accord pour dire que l'ordinateur a changé nos vies, que l'ordinateur a révolutionné notre vie. Mais les deux parlent d'un point de vue différent. L'un parle de technologie et de technique, l'autre parle de l'intelligence et des capacités cognitives. Donc quand vous faites une synthèse de document, je vous conseille de faire ça. Vous avez relevé beaucoup d'informations, c'est bien de réécrire, de récapituler un petit peu les informations que vous avez sur chaque document et d'essayer de trouver un peu leurs différences à ces deux documents. Ces petits résumés et les différences que vous avez trouvées sur les documents, vous pouvez les écrire sur un brouillon. Comme ça, quand vous écrivez votre synthèse, vous gardez ce que vous avez écrit sous les yeux. Ça vous apportera de l'aide pendant la rédaction de votre synthèse. Donc maintenant, on va s'attaquer au plan. Donc pour une synthèse, dans l'introduction, vous devez commencer par introduire la situation, le thème développé par les deux documents. Ensuite, vous devez annoncer le plan que vous avez choisi de développer. Donc, dans la première partie de votre introduction, il faut présenter le thème que vous allez développer. C'est-à-dire ici, vous allez commencer à parler de l'ordinateur, de l'évolution de l'informatique, dire que ça a apporté beaucoup de changements dans nos vies, par exemple, pour introduire le thème. Une fois que vous avez introduit le thème, il faut annoncer votre plan. L'annonce du plan, c'est important. Donc, pour annoncer un plan, vous pouvez parler au futur simple, ou au futur proche. Les deux sont possibles. Vous pouvez faire quelque chose comme, par exemple, nous commencerons par parler de... Ensuite, vous annoncez votre première partie. Puis, dans une seconde partie, nous parlerons de... Et vous annoncez votre seconde partie. L'annonce du plan, je vous l'ai dit dans le dernier cours, c'est le seul moment où vous pouvez utiliser le pronom personnel « nous ». Pour le reste de votre synthèse, vous ne devez pas utiliser le pronom personnel « nous », et encore moins « je ». Donc quand vous avez fini d'écrire votre introduction, vous passez au développement. Donc pour le développement, il faut faire plusieurs parties. Dans la première partie, vous allez présenter les documents qu'on utilise pour faire la synthèse. Donc il faut parler de la nature des documents. Donc ici, on a un entretien et un extrait d'une conférence. Il faut essayer de présenter les auteurs, tout ce que vous connaissez sur les auteurs. Donc vous savez que Philippe Niaubourg, il est directeur du Musée de l'informatique de Paris et que Michel Serres est philosophe. Bon, Michel Serres est philosophe, vous le savez parce que je viens de vous le dire. Dans l'extrait de la conférence, on ne sait pas qu'il est philosophe, on ne sait même pas que c'est Michel Serres. Et ensuite, il faut parler des thèmes. Donc il faut introduire aussi un peu les thèmes développés dans chaque document. Donc par exemple que dans l'entretien avec Philippe Niaubourg, il nous parle de l'évolution des ordinateurs, des premiers ordinateurs. La conférence avec Michel Serres, il nous parle de l'influence qu'ont les ordinateurs sur notre mode de pensée. Donc ça, c'est pour la première partie de votre développement. Ensuite, dans la seconde et la troisième partie de votre développement, vous allez suivre votre plan. Par exemple, si vous avez décidé de faire un plan en deux parties, première partie, exposer
les idées de Philippe Niaubourg. Deuxième partie, exposer les idées de Michel Serres. Donc vous suivez votre plan. Vous pouvez bien sûr choisir un autre plan. Il y a beaucoup de plans possibles, ça c'est à vous de voir lequel vous correspond le mieux. Donc attention, une fois de plus, il ne faut pas citer le texte, ne jamais citer le texte. Il faut le reformuler. Et encore une fois, je l'ai répété et répété, ne jamais utiliser je ou nous, sauf dans l'introduction. Enfin, après votre développement, vous passez à la conclusion. Et dans votre conclusion, vous allez résumer votre synthèse. Donc résumer toutes les idées dont vous avez parlé dans le développement. Attention, dans la conclusion, il ne faut pas donner de point de vue personnel. Vous pouvez ouvrir un petit peu un débat. Par exemple, vous résumez votre synthèse et ensuite vous pouvez terminer en posant une question. Est-ce que cette évolution va entraîner quelque chose que vous voulez? Vous pouvez ouvrir le débat comme ça. Par contre, vous ne devez pas donner votre point de vue personnel. Une fois de plus, c'est une synthèse. C'est le point de vue des auteurs que vous devez synthétiser. Voilà. Donc, maintenant que vous avez la méthode pour l'introduction, le développement et la conclusion, je voudrais que vous constituiez un plan pour votre synthèse. Donc, vous faites le plan de votre synthèse et vous écrivez l'introduction. Donc, pour effectuer le plan, vous pouvez utiliser les notes que vous avez prises lors du dernier cours. C'est important, vous avez besoin de ces notes. Donc, vous utilisez vos notes, vous faites le plan de votre synthèse et vous écrivez déjà l'introduction à la synthèse. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve tout de suite après. Bon courage! Voilà, donc j'espère qu'avec vos notes ça a été, que vous avez réussi à faire le plan. Voilà le plan et l'introduction que je vous propose. Bien sûr, une fois de plus, c'est le plan que je propose, c'est pas le seul. Et c'est mon introduction également, vous pouvez en avoir fait une autre. Donc tout d'abord l'introduction. Avec l'apparition de l'ordinateur, la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par une évolution rapide des technologies. Ces nouvelles technologies entraînant des changements profonds, que ce soit au niveau matériel ou au niveau cognitif. Au travers de deux interventions, nous verrons en quoi ces nouvelles technologies ont facilité la vie quotidienne des hommes. Puis, dans une seconde partie, nous nous attarderons sur les transformations cognitives provoquées par l'informatique. Donc, si vous regardez mon introduction ici, vous voyez qu'elle est séparée en deux parties. La première partie, qui commence avec l'apparition
et jusqu'au niveau cognitif. La première partie fait l'état des lieux. Elle expose, elle présente le thème dont on va parler dans le développement. Donc dans cette première partie, l'introduction parle de l'apparition des ordinateurs, de l'évolution rapide des technologies et des changements profonds qui en résultent. Ensuite, la deuxième partie, c'est l'annonce du plan. Donc les 3 dernières lignes, j'annonce le plan que l'on va suivre pour cette synthèse. Donc je dis qu'on va utiliser 2 interventions, donc c'est nos 2 documents, et j'annonce la première partie, qui parlera donc des changements dans la vie quotidienne, et ensuite la deuxième partie, qui parlera des transformations cognitives entraînées par l'informatique. Donc on regarde le reste du plan. Première partie, les changements dans la vie quotidienne. Donc pour écrire cette partie, je vais me baser sur l'intervention de Philippe Miaubourg. Et la deuxième partie, les changements cognitifs chez l'homme. Et donc pour cette partie, je vais utiliser l'intervention de Michel Serres. Ensuite, une fois que les 2 parties auront été faites, je ferai la conclusion. N'oubliez pas, avant de faire la première partie du développement, il y a une autre partie juste avant dans laquelle on présente les documents. C'est pour ça que dans l'introduction, je n'ai pas vraiment présenté les documents. Ça va venir après. Ensuite, vous avez peut-être fait un autre plan et une autre introduction. Il n'y a pas de problème, vous pouvez peut-être faire un autre plan et une autre introduction. Personnellement, j'ai choisi celui-ci parce que c'était le plus simple, le plus logique, je pense, mais il y a aussi d'autres plans possibles. C'est à vous de voir si vous préférez voir le sujet sous un autre angle. C'est possible aussi. Utiliser un autre point de vue pour traiter le sujet, c'est possible, bien sûr. Donc en tout cas, ça c'est l'introduction et le plan que je vous propose. Maintenant, à partir de ce plan, ou à partir de votre plan, si vous pensez que votre plan est meilleur, essayez d'écrire la synthèse. Donc n'oubliez pas, dans la toute première partie du développement, vous présentez les documents. Ensuite, vous suivez votre plan, partie 1, ce que vous avez choisi, et ensuite la partie 2, puis l'introduction. Donc prenez votre temps, reprenez bien toutes vos notes. Vous pouvez peut-être essayer de réécouter aussi les enregistrements si vous voulez, mais normalement si vous avez pris des bonnes notes, vous n'avez pas besoin de réécouter. Donc reprenez bien vos notes, prenez votre temps et écrivez une synthèse. Essayez d'écrire environ 1 page, 300 mots à peu près. Voilà, je vous laisse écrire la synthèse et je reviens après avec une proposition de correction. À tout à l'heure. L'histoire de l'informatique tout l'été sur France Info avec l'apparition des premiers vrais micro-ordinateurs. C'est aux États-Unis que ça se passe dans les années 70. On en parle avec Philippe Miaubourg, directeur du musée de l'informatique de Paris. L'Apple II, par exemple, extrêmement connu, un grand succès. L'Apple II arrive en 1978. Steve Jobs et Steve Wozniak, les fondateurs d'Apple, créent cette machine, qui est une machine révolutionnaire parce qu'elle propose de mettre des cartes d'extension. Une machine à l'époque est habituellement fermée. Et là, Apple décide de l'ouvrir à l'extérieur. On va retrouver des Apple II transformés en caisses enregistreuses ou dans des laveries pour piloter des machines à laver. Les informaticiens vont être géniaux et vont développer des tas de cartes pour pouvoir s'insérer à l'intérieur de l'Apple II. Il faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur, il n'est pas du tout destiné au grand public. Les geeks de l'époque, on les appelle pas encore comme ça, se passionnent pour des ordinateurs qui ont des capacités qui quasiment tous les mois évoluent. On n'allume pas son ordinateur comme aujourd'hui pour aller sur Internet ou exécuter un programme. On l'allume pour développer. Il faut connaître un langage de programmation, le BASIC, le Pascal, le Fortran, etc. Alors l'Apple II, on vient d'en parler, puis il y a l'Altaïr. Alors l'Altaïr, qui est également une machine un petit peu mythique, on la retrouve par exemple dans le film Wargame, où un adolescent américain tente de prendre le contrôle des ordinateurs de la défense et manque de déclencher une guerre mondiale. Et donc c'est cet Altaïr qui est un petit peu le symbole de cette révolution de la naissance de l'informatique. Alors à cette époque, les ordinateurs commencent à communiquer.
Oui, on utilise pour ça la ligne téléphonique, le téléphone normal et un petit outil intermédiaire qui s'appelle un modem. Modulateur-démodulateur permet de transformer l'information qui vient de l'ordinateur de manière numérique en une suite de sons qui va passer sur la ligne téléphonique. À l'époque, on transfère des informations à 300 baux. Si on fait une comparaison, à l'époque, télécharger une chanson MP3, il aurait fallu 24 heures de téléchargement pour une seule chanson. Merci Philippe Neubourg, directeur du Musée de l'Informatique de Paris. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans facultés. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Question maintenant, et qui est la question finale et péremptoire et décisive, mais qu'est-ce qu'il vous reste sur le coup? Et si vous regardez le tableau. Voilà, j'espère que ça a dû normalement vous prendre un peu de temps d'écrire cette synthèse. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Normalement, si vous avez suivi votre plan et suivi vos notes, vous avez dû être capable d'écrire quelque chose. Après, la grammaire, c'est sûr, c'est un peu plus difficile. Mais quand vous avez l'épreuve de la synthèse, il faut savoir que le correcteur ne regarde pas la grammaire et les fautes d'orthographe. S'il peut comprendre, c'est bon. Donc il regarde juste votre capacité à reformuler et à synthétiser les documents. Donc même s'il y a quelques fautes d'orthographe, quelques petites fautes de grammaire, c'est pas trop grave. Normalement, le correcteur ne tient pas compte de ça. Il ne pénalisera pas, il ne vous enlèvera pas de points pour les fautes d'orthographe. À partir du moment où il peut comprendre. S'il y a tellement de fautes qu'on ne comprend plus rien, là il enlèvera des points, c'est sûr. Donc voici la proposition de correction que j'ai faite. Donc c'est ma proposition de synthèse. On va la lire étape par étape, donc petit à petit, et on va expliquer chaque étape. Donc l'introduction, on l'a déjà lue tout à l'heure, je la relis une fois. Avec l'apparition de l'ordinateur, la deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par une évolution rapide des technologies. Ces nouvelles technologies entraînant des changements profonds, que ce soit au niveau matériel ou au niveau cognitif. Au travers de deux interventions, nous verrons en quoi ces nouvelles technologies ont facilité la vie quotidienne des hommes, puis, dans une seconde partie, nous nous attarderons sur les transformations cognitives provoquées par l'informatique. Donc voilà pour l'introduction. Ensuite, le développement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la première partie du développement, on présente les documents qu'on va utiliser. Donc je vais lire la partie de présentation des documents. Pour ce faire, nous nous baserons sur un entretien donné par Philippe Neubourg à France Info, dans lequel il présente l'arrivée et les changements apportés par l'Apple II et l'informatique en général. Nous verrons ensuite les changements cognitifs apportés par l'informatique au travers d'un extrait d'une conférence de Michel Serres. Voilà, donc cette partie-là sert juste à introduire les deux documents au lecteur, donc à la personne qui lit la synthèse. Donc après cette petite présentation des documents, on commence le développement, avec le plan que j'ai annoncé tout à l'heure dans l'introduction. Donc j'ai pas besoin de réécrire les plans. Donc je vais d'abord lire la première partie. L'arrivée de l'informatique dans la vie quotidienne a apporté des changements révolutionnaires dans nos sociétés et a grandement facilité nos vies. Selon Philippe Neubourg, l'arrivée de l'Apple II, qui était le premier ordinateur ouvert sur le monde et pouvant être aisément modifié, a changé nos vies quotidiennes, permettant de créer des applications variées et utiles, machines à laver, des caisses enregistreuses, etc., facilitant ainsi la vie de tous. Philippe Neubourg
évoque aussi le début de la communication au travers de moyens informatiques, avec le début des messages électroniques, d'où viendra la révolution de l'information. Donc vous voyez, dans cette partie, ce que je fais, c'est une sorte de reformulation, de petit résumé de l'intervention de Philippe Newbourg. Et dans ce résumé, je choisis de citer, je choisis de reformuler uniquement les informations qui ont un rapport avec le plan que j'ai donné, à savoir les changements que l'informatique a apportés dans nos vies quotidiennes. Si vous regardez la suite de la synthèse, vous verrez que j'ai souligné la phrase suivante. Pourquoi j'ai souligné cette phrase ? Cette phrase s'appelle une phrase de transition. C'est la phrase qu'on écrit entre deux parties d'un développement. Quand vous faites votre plan, vous écrivez 1 et ensuite le titre de la première partie, 2 le titre de la deuxième partie. Mais quand vous écrivez votre synthèse, on ne doit pas voir votre plan, il ne faut pas écrire votre plan. Donc pour passer de la première partie à la deuxième partie, il vous faut ce qu'on appelle une phrase de transition. Donc je vais lire ma transition. Mais bien plus que nos technologies et notre quotidien, l'informatique, si l'on en croit Michel Serres, change notre façon de penser et même nos capacités cognitives. Donc comme vous pouvez voir, le début de cette phrase parle de la première partie du texte, la fin de cette phrase parle de la deuxième partie de ma synthèse. Donc c'est une phrase de transition qui permet de passer de la première partie à la deuxième partie. Je vais maintenant vous lire la deuxième partie de ma synthèse. En effet, le philosophe souligne que la majorité des capacités de cognition humaines ont été transférées du cerveau à l'ordinateur. Michel Serres constate que ce transfert de l'homme vers l'ordinateur nous a fait perdre nos facultés. L'ordinateur étant beaucoup plus efficace que l'homme dans la réalisation de certaines tâches, l'homme s'appuie entièrement sur lui et perd progressivement ses capacités. L'auteur insiste toutefois sur le fait que cette perte est nécessaire et même salutaire, car l'homme, libéré des tâches de mémorisation, de calcul, etc., ne peut que devenir intelligent. L'intelligence représente, d'après le philosophe, la seule faculté dont les machines sont dépourvues et, étant dans le même temps la dernière faculté propre à l'homme, elle ne peut que se développer. Donc dans cette partie, une fois de plus, j'utilise le thème que j'ai choisi de développer, donc les changements apportés par l'informatique, et je reformule les propos de Michel Serres à ce sujet. Donc, le philosophe avait parlé du fait que l'homme a transféré, a envoyé ses capacités cognitives vers l'ordinateur. Ensuite, le fait que l'ordinateur fasse toutes ces actions à notre place fait que nous n'avons plus les capacités de les faire. Nous sommes incapables de refaire ces actions. Mais du fait de cette perte, nous allons gagner en intelligence. Donc c'est les propos que Michel Serres a tenus dans sa conférence, que j'ai reformulés. Ensuite, on va regarder la conclusion. Donc, l'apparition et le développement de l'informatique ont entraîné de profonds changements à tous les niveaux de notre société et dans tous les aspects de nos vies. Des petits changements facilitant la vie quotidienne au profond bouleversement des capacités cognitives humaines, l'informatique tient une place de plus en plus importante, incitant à s'interroger et peut-être redéfinir la place de l'homme dans la société moderne. Donc, dans cette conclusion, tout ce que je fais, c'est reprendre les deux points principaux. Donc, vous voyez la conclusion, il y a 3 parties dedans. La première partie, je reprends le premier point, en disant que ça a facilité nos vies quotidiennes. Ensuite, la ligne d'après, je dis qu'il y a eu aussi de profonds changements dans nos capacités cognitives. Et enfin, la dernière phrase, je fais une ouverture. Donc à partir de cette synthèse, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à autre chose, à un autre problème? Et donc ici, l'ouverture que je fais, c'est l'informatique
tient une place de plus en plus importante, incitant à s'interroger et peut-être redéfinir la place de l'homme dans la société moderne. Comme l'informatique prend de plus en plus de place dans notre vie, que ce soit dans les objets qu'on utilise ou dans notre façon de penser, il va peut-être falloir redéfinir la place de l'homme dans la société. Quelle place a l'homme? Quel est le rôle de l'homme dans la société? Voilà, donc j'utilise cette dernière phrase comme ouverture sur un autre sujet. C'est bien de terminer votre synthèse, ou en général de terminer votre dissertation, sur une ouverture comme ça. Donc une fois de plus, vous avez écrit votre propre synthèse. Votre synthèse est peut-être bonne aussi. Ma synthèse n'est pas la meilleure synthèse du monde. Vous avez peut-être écrit une synthèse meilleure que la mienne. Vous avez peut-être remarqué dans la synthèse que j'ai écrite, j'ai mis certains mots en couleur. Donc les mots que j'ai mis en couleur sont des mots importants quand vous écrivez une synthèse parce qu'ils vous permettent de reformuler les propos de l'auteur sans avoir à le citer. On a dit tout à l'heure, il ne faut pas citer l'auteur, il faut le reformuler. Les mots ou les expressions que j'ai utilisées et qui sont en couleur dans le texte vous permettent de reformuler les propos de l'auteur. On va regarder un peu plus en avant ces mots. Donc, pour rapporter les paroles de quelqu'un. Alors, dans la synthèse que je vous ai proposée, j'ai utilisé les mots suivants pour rapporter les paroles des intervenants. Donc, on va voir les mots que j'ai utilisés dans la synthèse. Le premier mot, je pense que vous le connaissez, c'est « selon ». Donc, pour citer quelqu'un, vous pouvez dire « selon monsieur » et donner son nom, et ensuite donner ses propos. Par exemple, selon Michel Serres, l'informatique a entraîné, etc., etc. Donc selon, en chinois, c'est kentu. Le mot suivant, c'est un verbe évoquer. Évoquer, ça veut dire parler de quelque chose. Donc ici, vous devez mettre le sujet avant, puisque c'est un verbe. Donc par exemple, Philippe Nieuwboer évoque les progrès de l'informatique. Donc le verbe évoquer. L'expression suivante, c'est « si l'on en croit ». Ensuite, vous rajoutez le nom de quelqu'un. Par exemple, si l'on en croit Philippe Nieuwboer, l'informatique s'est développée très rapidement. Donc cette expression, vous pouvez la comprendre. Si on en croit, ça veut dire si on peut croire Philippe Nieuwboer. Ça veut dire si Philippe Nieuwboer dit la vérité. En fait, ça a le même sens que selon. C'est une autre façon pour dire selon. Après, on a un autre verbe, souligne, souligner. Entre parenthèses, j'ai mis aussi 3 autres verbes. Affirmer, je pense que vous connaissez affirmer. Montrer et démontrer. Montrer, vous devez connaître. Montrer quelque chose à quelqu'un. Démontrer, ça veut dire prouver. Prouver quelque chose. Apporter la preuve que quelque chose est vrai. Donc les 4 sont des verbes. Donc bien sûr, le sujet est devant. Donc par exemple, Michel Serres souligne, ou alors Michel Serres affirme que, Michel Serres montre que, Michel Serres démontre que les capacités cognitives des hommes ont changé. Ensuite, nous avons encore un verbe, le verbe constater. Donc constater, ça veut dire se rendre compte de quelque chose, ou alors réaliser quelque chose. En chinois, faxian. Donc par exemple, Michel Serres constate que, et vous écrivez ce que vous voulez ensuite. Entre parenthèses, j'ai rajouté un autre verbe, c'est mettre en évidence. Mettre en évidence, ça veut dire montrer. Quand on met quelque chose en évidence, ça veut dire qu'on le montre à quelqu'un. Donc Michel Serres met en évidence, etc., etc. Ensuite, une expression, insister sur le fait que. Je pense que vous connaissez insister. Quand on insiste sur quelque chose, ça veut dire qu'on le dit plusieurs fois. On dit que c'est quelque chose de très important, donc on le dit et on le répète, on insiste. Donc pareil, c'est un verbe, Michel Serres insiste sur le fait que... Attention ici, il faut bien rajouter la fin de l'expression. Le dernier mot que j'ai utilisé, c'était d'après. Vous connaissez forcément d'après Michel Serres, ça a exactement le même sens que selon. Mais selon est plus joli,
donc si vous pouvez utiliser selon. Si vous devez n'en utiliser qu'un, utilisez selon plutôt. Donc ça, c'est les mots que moi j'ai utilisés dans ma synthèse, mais il existe bien d'autres façons de rapporter les paroles. Par exemple, pour rapporter les interrogations de l'auteur, vous pouvez utiliser Philippe Nieubourg se demande si, ou alors se demande pourquoi. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot interrogatif ici. Par exemple, Philippe Nieubourg se demande qui, ou alors Philippe Nieubourg se demande comment, se demande pourquoi, se demande si, tout est possible. L'expression d'après, ça a exactement le même sens. Philippe Nieubourg s'interroge sur quelque chose. Par exemple, s'interroge sur les changements apportés par l'informatique. Donc attention, on dit se demander si ou pourquoi, mais on dit s'interroger sur quelque chose. Sur ici, ça a le sens de guan yu. Ensuite, les contestations peuvent être rapportées en utilisant... Ensuite, lorsque vous voulez rapporter des contestations que donne l'auteur, donc une contestation, c'est quand l'auteur n'est pas d'accord avec quelque chose. Vous pouvez utiliser le verbe déplorer. Par exemple, Michel Serres déplore la perte des capacités cognitives. On peut aussi utiliser s'indigner de quelque chose. Même chose, Philippe Nieubourg s'indigne du manque d'évolution dans l'informatique, par exemple. Donc déplorer quelque chose ou s'indigner de quelque chose, ça veut dire ne pas être content que quelque chose arrive, être triste que quelque chose arrive, que quelque chose se passe. Par exemple, je déplore la guerre. Ça veut dire je ne suis pas content qu'il y ait une guerre. Je suis triste qu'il y ait une guerre. Enfin, lorsque vous voulez rapporter des conclusions implicites, qu'est-ce que ça veut dire une conclusion implicite? Normalement, vous comprenez implicite, ça veut dire qui n'est pas explicite, donc qui n'est pas expliqué. Parfois, l'auteur va faire une conclusion implicite, ça veut dire il va sous-entendre quelque chose. Il ne va pas le dire, mais on va le comprendre par ses propos. Donc vous pouvez utiliser deux verbes. Le premier, suggérer de. Par exemple, Philippe Nieubourg suggère de, etc., etc. Le deuxième, c'est celui que j'ai utilisé pour vous expliquer, sous-entendre que. Philippe Nieubourg sous-entend que la technologie évoluera de plus en plus vite. Donc, si j'utilise cet exemple, ça veut dire que Philippe Nieubourg n'a pas dit cette phrase. Il n'a pas dit la technologie évoluera de plus en plus vite. Il l'a sous-entendu. Ce qui veut dire il a dit d'autres phrases qui nous laissent penser que c'est ce qu'il veut dire. Voilà, donc tous ces mots, toutes ces expressions sont très importants si vous avez besoin de faire une synthèse parce qu'ils vous permettent de rapporter les paroles d'un auteur. Et le but d'un travail de synthèse, c'est justement de rapporter les paroles d'un auteur. Donc étudiez bien ces mots, essayez de les apprendre. Plus vous en connaissez, plus votre synthèse sera variée. C'est bien de ne pas utiliser toujours les mêmes mots. Si vous utilisez toujours selon, c'est fatigant pour la personne qui lit. Donc si vous variez les mots, ce sera plus agréable et vous aurez une meilleure note.
Voilà, notre cours de français C1 sur la synthèse se termine ici. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que vous vous débrouillerez mieux dans vos synthèses. Donc si vous voulez vous exercer à la maison, un bon exercice, c'est d'essayer de faire des reformulations. Prenez un reportage, n'importe quel reportage, pas très long, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Essayez de l'écouter plusieurs fois, de repérer les mots-clés comme on a fait dans le dernier cours, et essayez de reformuler les propos de la personne qui intervient. C'est un très bon exercice, ça développera votre compréhension orale, ça développera aussi votre méthode pour la synthèse, et ça vous aidera pour passer le DALF. Voilà, bon courage, entraînez-vous, exercez-vous bien, et on se revoit au prochain cours. Au revoir. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve d'arrêter le temps.